Bon, et à faire des paliers, des machins, des trucs. Bon, Graham Hancock, il y va et il trouve que les orgues basaltiques, elles viennent même pas de là. Et c'est vrai, les orgues ne viennent pas de là. Et ensuite, surtout, ils ont fait donc, puisque maintenant on commence à avoir la technologie, ils ont scanné l'intérieur et en fait, il y a plusieurs chambres avec des couloirs, des chambres, hop, et des couloirs et des chambres. Il y a, je crois, 3 cavités. Et donc, là, ils se sont dit, voilà, c'est fantastique. Alors bon, c'est littéralement inatteignable, hein, il faudrait des fonds, il faudrait vraiment beaucoup de fric. Donc bon, il a travaillé avec l'archéologue qui a fait ça. Bon, voilà, ils ont cartographié, ils ont scanné le terrain. Et ils ont 3 grandes salles, ils ont des choses, bon, ils sont contents, ils ne savent pas à quoi ça sert. Donc, à quoi ça servait? Alors, du temps de l'Atlantide, en fait, il faut savoir que l'Atlantide, à l'époque où tout allait bien, les Atlantes, en fait, il y avait, on va dire, les gens de l'Agartha qui sortaient et qui se mêlaient au peuple de l'Atlantide, qui venaient prendre le thé et ceci, cela, quoi. On va dire, l'Agartha vivait en accord avec l'Atlantide, parce qu'il y avait les jardiniers de la Terre et il y avait des règles précises. Pas de guerre, on se tape pas sur la gueule, on fait pas ci, on fait pas ça, donc on va dire ça va, les Agarthiens en fait venaient, allaient et venaient. Alors cet endroit en fait était, ici il y a une piste d'atterrissage pour les petits vaisseaux. Ça c'était les postes de commandement et de réception, tout simplement bah, la tour de contrôle. Hein. Il y en a, je sais plus, il y a 3-4 structures comme ça dans le monde. 3-4 structures de ce genre dans le monde qui étaient là pour accueillir les petits et les gros vaisseaux. Et Graham Hancock parle de plus petites structures en bas dans la vallée. Il y avait des petites structures, enfin en pierre, pareil de basalte, et sur des plaines. Ben, c'est tout simplement parce que là, ça pouvait accueillir des vaisseaux de taille moyenne. Et les gros vaisseaux qui venaient, genre Jardinier de la Terre, ou Agartha, mais gros, ou bon, les gens qui se déplaçaient, qui passaient par là, c'était en bas, là où il y avait vraiment de la place pour poser. Il y a des vaisseaux jardiniers de la Terre qui font genre 1 km de long. C'est pas trop facile à poser sur le dessus d'une montagne si elle ne fait pas la bonne taille. Donc en fait, c'est une tour de contrôle avec tout le matériel pour communiquer et donner les ordres à ceux qui viennent. Bon, bah tu te poses là, on s'occupe de tout, quoi. Voilà, c'était la technologie de base, normale, à cette époque-là. Voilà. Et la petite montagne, ça s'est fait... Il n'en a fait que 3. Ah non, il y a la petite charrette. Elle est où? Après le passage de Bird. Oui, ça, Atlantique. Oh, j'ai oublié l'Atlantide. Bon, bah pendant qu'on est dans l'Atlantide quand même. Oh, je suis distrait. Donc, et là, il avait un autre truc, il me semble. Bah, oui, je ne l'ai pas noté. Je vais le noter ailleurs. Petite montagne, pyramide, mur de Bimini. Bon. On va... Si je ne l'ai pas noté ailleurs... Ouais, c'est des traces. Alors, il a été dans les îles Canaries, il me semble. Son documentaire traite sur les îles Canaries. Il a trouvé dans le sol des grandes tranchées. Enfin, il a des empreintes comme ça, dans la pierre, qui circulent dans l'île. Et ensuite, d'ailleurs, quand les empreintes du côté, je crois que c'est le Canaries, ou ailleurs, hein, vous verrez, et les empreintes, en fait, se noient, parce que le terrain fait ça, puis hop, après, il y a l'océan. Donc, les empreintes partent en dessous. Alors, grande question, qu'est-ce qui a pu faire dans la roche, parce que c'est une roche calcaire, solide, des empreintes si profondes? Et combien de fois il a fallu passer, enfin, qu'est-ce que c'est, quoi? La grande question, c'est, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, nous, on a regardé. Alors, c'était un système assez amusant. On va dire, si vous prenez une zone définie géographique, alors, l'eau n'était pas montée à cette époque-là. C'était le même problème qu'ici. Le système existait, mais comme la montée des eaux n'était pas encore intervenue après, avec les événements de la Lune et tout ça, donc, il y avait la place. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une sorte de train, hein. C'était une sorte d'immense train automatique, complètement automatisé, guidé par une tour de contrôle ou je sais pas quoi. Et en fait, ce train, entre guillemets, donc, effectuait tout un périple, vous voyez, comme ça. Il effectuait tout un périple sur un très grand secteur. Ça lui prenait,
toute la journée ou plusieurs jours, il faut voir. Et en fait, les différents petites agglomérations qui vivaient là, quand ils avaient des sortes de batteries, des batteries très particulières, des choses que nous, on n'a pas. En fait, quand le train passait, hop, il posait la batterie, et en fait, le train passait à certains endroits où la roche, enfin, des sortes de points cardinaux, en fait, vous aviez des identités magnétiques. Par exemple, ici, il y avait du quartz, donc du cristal, en grosse quantité, avec une certaine charge. Ici, vous aviez des masses sphériques. Ici, vous aviez, je ne sais pas, des masses magnétiques, donc de la magnétite. Et encore autre chose ici, des matières très particulières, des matières polarisantes. Donc en fait, ce train était conçu comme un collecteur énergétique. Les gens qui habitaient là, ils prenaient leur batterie, tac, ils la mettaient dans le train, leurs éléments à recharger comme ça. Le petit train continuait sa route, et au fur et à mesure qu'il passait sur chaque point énergétique de rechargement, les batteries spécifiques se rechargeaient. Au fur et à mesure, en passant par les 4 points, il y en avait 4, il y avait 4 points de rechargement qui complétaient la charge de leur batterie spécifique. Et après, on va dire 1 ou 2 journées plus tard, je crois que c'était une seule journée, en fait, vous récupériez la batterie, hop, et elle était chargée, prête à servir. C'était un élément technologique et le truc, il ne faisait que ça. Il était en automatique, il n'y avait pas de pilote, il n'y avait rien. C'était un système conçu sur l'énergie terrestre, naturelle, qui en fait, en faisant un tour, rechargeait les batteries spécifiques qu'ils avaient conçues pour ce système. Voilà, c'est amusant. Alors il faut savoir que l'engin, quand les eaux sont montées, lui il a continué et tchoups, il est arrivé sous l'eau et il s'est arrêté quelques centaines de mètres après quand tout a été court-circuité. Il a été obligé de s'arrêter dans l'eau et il s'est arrêté là, point. En fait, si véritablement on suivait les rails, on trouverait l'engin mythique qui servait à ça. Alors évidemment, là-dessus, pour trouver à quoi ça servait, nous-mêmes déjà, on a gratté un peu quand même, dit qu'est-ce que c'est que ce bordel? On a bien vu qu'il y avait un véhicule qui bougeait, tout ci, tout ça. Bon, c'est amusant, quoi. Donc le petit train, il est sous l'eau à l'heure actuelle. Il serait trouvable. Il faut, à mon avis, quand même, ça fait un moment, donc il y a des coraux, il y a ci, il y a ça, donc bon, faudrait vraiment gratter. Alors, pour en revenir, oh là là, j'ai oublié, à l'Atlantide, pour compléter un peu, alors, pendant l'époque de l'Atlantide, mur de Bimini et autres, il y avait 5 cités principales. Donc, on a regardé un petit peu l'Empire Atlante, comment il se débrouillait. Donc, 5 cités principales, 3 qui étaient dans la zone de protection de la pyramide de cristal. Il y avait 3 cités principales, dont la grande cité principale. Alors on s'est évité les noms, le nombre d'habitants, les choses comme ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir qu'ils étaient répartis sur le monde entier. L'Atlantide n'est pas un lieu spécifique, c'est une civilisation, c'est une ère. L'ère de l'Atlantide. Ça a duré 180 000 ans. C'est vous dire que si ça a duré beaucoup plus longtemps que les crétins que nous sommes en ce moment. Donc, il y avait donc 3 dans la pyramide et 2 à l'extérieur. Alors, une cité vers l'Inde et une cité vers l'Australie. Voilà. Donc, oui, alors ça, oui, c'est de l'induction, ça j'en parlerai après. Donc, leur système énergétique était basé sur le soleil, hein, c'était de l'induction par le cristal. Je vais en parler après parce qu'il y a un reste quelque part sur Terre. À l'époque de l'Atlantide, notons que seuls les jardiniers de la Terre utilisaient en privé l'éther, l'énergie de l'éther. Il n'y a pas de cité qui tournait sur un générateur à éther ou des choses comme ça. Parce que les Atlantes étaient évolués, oui, mais pas assez pour se servir de l'éther. Parce que ça reste une puissance relativement illimitée qui peut faire des dégâts monstrueux. Déjà que l'Atlantide, sur la fin, ils se sont battus. Après, il y a eu des périodes d'opposition. Enfin, ce qu'on appelle l'Atlantide, mais ce n'était pas vraiment l'Atlantide. C'était l'après-Atlantide, quoi. On va dire, les Atlantes, les 2 cités indépendantes avaient de l'énergie indépendante, ne manquait jamais d'énergie, il n'y avait pas de problème. Et c'était solaire. On va
on va revenir dessus sur un autre sujet. Donc voilà son petit train. Ensuite, il a été, Graham Hancock, il a été voir d'autres choses, bon, qui sont beaucoup moins significatives, des petits temples en pierre mal agencés. Ça c'est post-Atlante, hein, ça n'a rien à voir. C'est après, c'est bien après. C'est justement plus du côté des Anunnakis, c'est des trucs comme ça. C'est des trucs beaucoup moins intéressants. Mur du Bimini, étal de Tabi. Voilà, l'Agartha qui... Oui. Ah, oui. L'histoire des hyperboréens. Alors là, ça magouille sur les hyperboréens. Alors les hyperboréens, c'est quoi? C'est l'Agartha. En fait, sur Terre, hein, bon, sur Terre, vers le pôle en ce moment. Alors on a le pôle, on a le nord de l'Europe, la Russie par là, et on a le nord de l'Europe, la Norvège, des trucs comme ça. Bon, et puis là, ici, il y a, il y a un truc qui s'appelle... Ouais, on y reviendra après. Ah, c'est pas facile, hein. Ouais, pyramide de Kola. Ouais, par ici, là, il y a du matériel. Bon, faut savoir que donc les hyperboréens, hyperboréens, c'était simplement une base avancée. C'était, on va dire, une terre ou un petit endroit. Alors c'était, faut savoir que les pôles n'étaient pas au même endroit, donc forcément il faisait pas froid là. Donc il y avait ce qu'on appelle l'hyperborée, Julie Lecouvreur en parle, et il suffisait de faire ci, il suffisait de faire ça pour y arriver. Oui, effectivement, l'hyperborée était quelque part. Les hyperboréens, c'était tout simplement des Atlantes qui étaient en surface. Et je dirais qu'ils avaient une technologie suffisante parce que l'hyperborée n'a pas disparu, enfin la cité d'Hyperborée et tout ça n'a pas disparu très rapidement. Elle est restée là, et pendant l'Antiquité grecque et des choses comme ça, c'était encore possible d'y aller, si vous étiez quelqu'un d'avancé. Donc, elle en parle au niveau des dates, elle donne des choses. Donc, nous, on a regardé, l'Hyperborée, donc c'était juste les Atlantes. Ils ont abandonné la cité d'Hyperborée, donc la cité de Thulé, ils l'ont abandonnée en 1800. Ils ont reculé, tout fermé, tout évacué. Et ensuite, le trou qui menait à l'Agartha a été fermé définitivement, de façon à ce que personne n'y rentre ni quoi que ce soit, a été fermé après le passage de l'amiral Byrd, Richard Byrd. Je ne sais pas si c'est amiral, non. Richard Byrd, qui a survolé en 1926 le trou et qui fait une description d'une civilisation avec des gens, des animaux, des choses comme ça. En fait, il y a même des descriptifs sur des dinosaures, des choses comme ça. Il y a un film qui a été interdit donc, par le gouvernement américain. Donc tout ça, vous pouvez trouver, c'est encore disponible, on en parle. Donc en 1926, l'Agartha, en voyant passer l'avion, a su que là, il fallait fermer. Parce qu'on arrivait à l'ère où les humains allaient carrément les faire chier, quoi. Ça signait l'ère où les Illuminati allaient pouvoir venir chez eux et les emmerder. Donc ils ont fermé complètement le trou qui mène à l'Agartha, même si les Américains ont tenté, par exemple, de bombarder avec des bombes nucléaires, hein, en disant qu'ils avaient perdu une bombe. Donc ça, c'est bon, ouais, parce que c'était marqué en petit, alors il y a quand même pas mal à dire, alors ça, il faut avancer. Voilà, bon, tac, 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 tac. Donc voilà, bon, après, les mythes humains qui parlent de tout ça sont du oui-dire. C'est comme Platon et l'Atlantide et ci et ça. Platon a entendu dire, de par machin et bidule, qui lui ont répété que c'est la connaissance humaine. C'est-à-dire qu'un être humain écrit un truc et dit « Ah oui, un jour, il se paraît que... » Il faut aller dans les terres, les gars. Si vous n'allez pas dans les terres, il ne paraîtra que des conneries. En fait, le problème, il est là, quoi. Et dans les terres, c'est pas mieux. On va dire, si vous n'avez pas un certain niveau dans les terres, c'est pas la peine d'aller dans les terres. Pour dire des conneries, c'est pareil. C'est pas la peine. Franchement, j'ai regardé quelques trucs là dans les terres, ça vaut son pesant hein, en ce moment. Bon, c'est bien parce que des gens y vont, donc ils comprendront peut-être des tas de trucs, ils sortent des vérités et ils sortent des âneries, mais bon, c'est pas grave. Le tout, c'est d'y aller. Peut-être qu'un jour, ça fera avancer le schmilblick.
Donc ça c'est bon, Turlututu, véritablement on va pouvoir tourner cette page-là. Ouais. Voilà. Donc, Grammont-Coq, c'est un peu fini. On va parler des autres trucs amusants que j'ai regardé. Alors ça, c'est plus... bon, ça, c'était Grammont-Coq. Donc, lui, voilà, quoi, il se gratte la tête, il se demande à quoi ça sert. Bon, on va dire, hein, nul n'a la science infuse, même pas nous. Il faut qu'on aille voir. Alors nous, ce qu'on voit, on se casse la tête, hein, c'est-à-dire qu'on fait attention. Parfois, par exemple, dans la petite pyramide, là, il y avait une énergie de merde, parce que les francs-maçons sont venus, et les francs-maçons, c'est des usines à merde. Donc, francs-maçons Illuminati. Et quand ils sont venus chercher la petite fiole, comme ils ne voulaient pas que ça se sache, ils émettent, comme ils sont chargés de DD, ces connards, ils émettent des vibrations négatives, genre non, c'est secret, vous ne saurez rien. Alors quand on arrive dans les terres, on va avoir, bon, vous avez la pyramide, puis tu sais, on va avoir des petits nuages, quoi. C'est-à-dire, il y a une zone trouble, il y a une ambiance, ça va pas, quoi. Alors nous, on est obligé quand on arrive sur un site comme ça, parce qu'à chaque fois qu'un franc-maçon passe quelque part, il crade de site. Nous, quand on arrive dans les terres, il y a une drôle d'impression. Si on rentre là, on se dit, ah, c'est bizarre ici, ça pue, la connerie, donc... on prend des dragons bleus par exemple, hein, et puis on retire, parce que c'est comme du sort qui jette. Il y a des DD bien sûr qui entretiennent une énergie de merde, mais il y a comme un sort qui est jeté parce qu'ils pensent que c'est secret, il ne faut pas savoir, personne ne doit savoir, du coup bah, ça pourrit l'ambiance. Donc nous on nettoie l'ambiance avant de regarder. C'est très important parce qu'en fait le problème c'est que si on va dans n'importe quel site et puis qu'il y a eu les francs-maçons qui sont passés, ou des êtres mauvais, quand on arrive, on peut très bien louper ce qu'on est venu voir, tout simplement parce que l'ambiance est sombre et il y a des faux semblants, des fausses révélations qui peuvent être faites par des DD qui se planquent. Donc le problème il est là. Il faut d'abord, quand on arrive sur un lieu pourri, un gros nettoyage et tout d'un coup, ça devient beaucoup plus clair. Et on peut enfin accéder à l'histoire telle qu'elle s'est déroulée, peu importe que des imbéciles soient passés, quoi. Donc c'est ce qu'on... Donc après on a fait le tour. On va parler, ouais, allez, on va garder ça, hein, parce qu'on n'a pas trop gribouillé dessus. On va parler de, bon alors, Julie Couvreur, là, elle a parlé de Georges-André Resner. Elle a fait un petit short là-dessus. Donc en 1912, il vient sur le Sphinx, hop, Sphinx, hop, couché avec la petite queue, les petits bras, et ouais... C'est vrai qu'Obélix lui a cassé le nez, donc bon, sa petite coiffure, ses petits yeux, la banane. Donc le gars, en fait, il a pu passer par le trou qu'il y avait au-dessus, qui a été bouché par la suite. Hein, c'est pas une légende. Comme c'était un type qui avait un certain pouvoir et puis qui était bien avec les francs-maçons, ils l'ont laissé descendre. Donc en fait, il est descendu. Bon là, il n'y a pas grand-chose, mais surtout il est descendu en dessous et puis en fait, il a visité le temple. Il n'y a pas non plus des kilomètres de temple en dessous. Donc il a visité le temple du Sphinx, donc une pièce, des machins, des trucs. Alors ils n'ont pas accédé à l'endroit où il y a la petite personne qui dort. D'ailleurs, à se demander si c'est une bonne personne, puisque le Sphinx a été bâti par des gens à mauvaise intention. Donc en fait, il est descendu et puis il a vu tout ça. Il en a fait un petit compte-rendu qu'en fait vous pouvez trouver dans les vidéos de Julie Couvreur. Donc c'est vrai, ça, c'est parfaitement vrai, le type a parfaitement fait ça. Alors, le Sphinx, comme on en parle, qui a créé le Sphinx? Alors nous, on avait regardé une première fois, Lobsang disait qu'à l'époque de la grandeur du Sphinx, hein, parce que bon, seuls les idiots n'auront pas remarqué que... alors ils ont remarqué que la zone ici de calcaire était beaucoup plus dure que la zone ici. Bon, bien, parce que la zone ici a été rajoutée. Mais en fait, surtout, la zone du Sphinx, si on met les proportions, il y avait un buste là, et la tête était là. Et la tête était là. Ça, c'était le buste. Si on veut proportionner, si on veut... Par rapport au Sphinx, en ce moment, la tête est ridiculement petite. Tout simplement parce qu'en fait, ils ont taillé la tête dans le reste du buste. Parce qu'il restait de la roche. Mais que la tête, par contre, était tombée. Alors, quelle tête avait le Sphinx? Lobsang vous dit que c'est basse-tête. Et nous, on avait été voir, ah ouais, c'est peut-être basse-tête. Bon, non, en fait, c'était pas basse-tête. Il y avait une énergie mauvaise qu'on n'avait pas vue précédemment. Même genre que pour les francs-maçons.
hein, c'est-à-dire que vous aviez une cabale vibratoire autour du sphinx pour pas savoir ni qui, ni quelle forme. Et en fait, ça tient des bâtisseurs. Le sphinx a été bâti il y a 35 000 ans, pendant l'Atlantide, et il a été bâti par les mauvais jardiniers de la Terre. Ils sont arrivés il y a à peu près 35 000 ans, ils ont tué Belsamis, donc moi, ils sont sympas, hein. Donc, discrètement, hein, ils l'ont tué discrètement. Donc, et en fait, ils se sont bâtis un temple, bon, genre, tiens, ouais, on va se faire un temple là, on est content, quoi. Bon, à l'époque, personne n'y a vu de problème. Les jardiniers de la Terre faisaient des pyramides partout, faisaient des villes partout. L'Atlantide était une civilisation très étendue. Donc bon, à cet endroit-là, ils ont fait un temple. Alors, vous avez le sphinx, et en dessous, vous avez des salles avec différents trucs. Ils habitaient littéralement là. Mais il y a 35 000 ans, tout simplement, vous aviez accès. Le sphinx, il est là, hein, tac, tac. Le petit bout, il est là, tac, avec le gars, hop. Et en dessous, vous aviez la salle, et on va dire, c'était d'ailleurs peut-être comme ça, avec des pièces, des machins, des trucs. Vous aviez accès avec des escaliers, vous pouviez circuler dedans. Mais, on va dire, le sphinx était par-dessus le temple. C'était l'effigie du temple. C'était pas... vous aviez déjà un bloc, un bâtiment en dessous qui tenait le sphinx. Et donc vous avez des salles. Bon, tout ça taillé dans la roche ou agencé avec des blocs énormes. Mais en fait, vous avez des pièces, des machins, des trucs. Ils habitaient là. Alors, quelle tête avait le sphinx? Ben, tout simplement en nettoyant. Parce qu'ils n'avaient pas envie de savoir. Hein. Les jardiniers de la Terre qui étaient là, les mauvais, Isis, Osiris et tout ça, tous les mauvais jardiniers de la Terre qui ont foutu le bordel et qui ont participé à la destruction de l'Atlantide, et de la Lune de cristal surtout, en fait, leur chef, entre guillemets, qui avait un ego surdimensionné, en fait, avait mis sa tête, l'effigie. C'est le chien avec le museau. Il s'appelle Anubis. La tête du sphinx, c'était Anubis, le torse et la tête d'Anubis. Voilà. Et en fait, c'était un bâtiment qui était dédié aux jardiniers de la Terre mauvais et qui était là, bon, bah, c'était leur petit coin à eux, où ils fomentaient leur mauvais plan. Voilà pour ce qu'on a vu. Il a fallu quand même nettoyer le bordel, parce que ça a fait de la résistance un petit peu, puisqu'ils étaient quand même jardiniers de la Terre, ils ne voulaient pas qu'on sache réellement qui, quand, voilà quoi. Ils avaient des intentions mauvaises. À partir du moment où vous émettez une intention mauvaise, il y a une onde qui se crée, et ça trouble l'éther, ça trouble l'énergie autour. Ce qui peut donner le fait que vous ne voyez pas les choses. Sphinx, voilà. 35 000 ans, hein, pour tous ceux qui grattent et qui se posent des questions. Il suffit de demander à des gens qui voient. Hein, parce que bon, ils essayent de dater, mais ils ne sont pas logiques avec eux-mêmes dans leur tentative de datation. Aujourd'hui, bon, il semblerait, soi-disant, que là, il y a une entrée avec une salle, machin truc. Oui, parfaitement. Oui, oui. Edgar Cayce l'avait dit, je répète. Hein, en fait, on passe notre temps à dire certaines choses qui sont effectivement vraies. Et en fait... comme le monde est gouverné par des abrutis d'illuminati et de francs-maçons, c'est non, 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 non. Comme d'habitude. Donc ça c'est bien. Alors lui, hop, il est vu. Tuc. Ah, un petit détail, j'ai quelqu'un qui communique avec moi et qui parfois me pose des questions. Et il me dit, tiens, il y a quelqu'un sur Internet qui a dit que Gaïa était... que l'entité d'Alcyone, comment dire, le soleil le plus gros de notre galaxie, hein, oui c'est le soleil, oui c'est Alcyone. Alcyone est en fin de vie, c'est un très vieux soleil, j'en ai déjà parlé, et il est en train de crever, et il a beaucoup de dédés autour de lui. Et en fait, il y a quelqu'un dans l'éther, ou je ne sais trop quoi, qui a dit que l'entité qui est dans notre Terre, Gaïa, en fait... Et c'était Alcyone qui s'était réfugié ici parce que c'était plus tranquille. Pas du tout. Alcyone est encore dans son corps solaire. Il subit les dédés qui pourrissent son état extérieur, mais Alcyone est à l'intérieur. Lui n'est pas vulnérable à un dédé. Il est beaucoup trop puissant pour qu'un dédé vienne, on va dire, abîmer sa structure énergétique vitale.
la seule chose que Halcyone subit, c'est une dégradation de l'astre solaire, et du coup, l'entité est obligée de regarder son corps extérieur se dégrader jusqu'à mourir un jour. Un jour, Halcyone explosera, et l'entité se réincarnera peut-être ailleurs. Bon, peut-être dans un soleil, peut-être dans un centre de galaxie, il changera peut-être d'avis, tiens, je ne vais plus être un soleil, je vais être un centre de galaxie ailleurs dans la création, quoi. Mais en fait, Halcyone n'est pas Gaïa. C'est un petit... c'est quelqu'un qui m'envoie souvent qui me pose souvent des questions. Voilà. Alors, on va rester un peu en Égypte. Là, on va parler... Alors, en Égypte, il existe, pas très loin de Khéops, il existe un temple qui s'appelle Abu Gorab. Oh, on va l'écrire, hein, donc... le temple s'appelle Abu... Et... Hop, là, attention, je copie, hein, je ne peux pas faire de faute. Hein. Abu Gorab. Et dans ce temple qui est défini par les Égyptiens comme un pseudo-abattoir ou je sais pas quoi, est complètement con, le temple, en fait, Abu Gorab, ça veut dire temple du soleil. Eh bien, gardons parfaitement cette... c'est le temple du soleil pour... alors, je ne sais pas si c'est Abu Gorab qui veut dire ça, mais en tout cas, le temple s'appelait le temple du soleil. Et bien c'est parfaitement exact, hein, en fait. Il faut savoir que les pyramides de Khéops, Képhren et Mykérinos sont des pyramides utiles. Khéops, c'est une pyramide à soigner, avec des dispositifs très spéciaux à l'intérieur. Et en fait, Abu Gorab n'est pas très loin. Je ne sais plus, le gars qui a fait le... C'est un petit gars qui fait... il va en Égypte souvent, patati patata. Bon, c'est pas du tout un métaphysicien, il essaye de résoudre les problèmes, il a un peu ses entrées, voilà, il cherche à savoir. Bon, voilà, il a certainement vécu à cette époque-là, mais il s'en souvient pas bien, et il n'est pas branché métaphysique. Mais donc, le temple d'Abu Gorab, en fait, ça faisait une cour... avec des bassins, comme ça, et des bassins comme ça, un centre, avec un cristal d'ailleurs, ici, et en fait des canaux entre les deux. Et ce qui reste, c'est en ce moment-là, il reste des grandes bassines comme ça, avec des drôles de bords, hop, 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 des bassins avec des petits trous percés à droite à gauche en jade. La matière a été choisie pour ça. Donc ils ont le rebord très précisément est quand même parfaitement ouvragé et parfaitement ondulé comme ça. Hein, c'est un rebord, un réel rebord. Je ne sais même pas s'il n'y a pas une petite sculpture là. Donc ces bassines et le temple, à quoi ça pouvait servir? Il l'appelle le temple du soleil. Eh bien, vous avez raison, c'est le temple du soleil. À l'époque de Khéops, quand elle fonctionnait, rappelons que Khéops a été fabriqué par un jardinier de la Terre après la chute de la lune de cristal, en fait, il y avait besoin d'énergie de base. L'énergie de Khéops tient du fait qu'en dessous, il y a de l'eau, hein, classique, pyramide, il y a un petit peu d'eau en dessous de Khéops, et il y a ici une bassine très particulière qui contient une matière que je ne nommerai pas, parce que c'est quelque chose que je préfère ne pas dire. C'est un conducteur extrêmement puissant, type cristal. Donc en fait, il y a de l'eau, et puis la chambre, les petites voies, les machins, enfin il y a plein de trucs, c'est très compliqué, la forme, la géométrie, et en fait, donc tout ça crée une énergie. Alors aujourd'hui, la pyramide de Khéops, on peut dire qu'elle fonctionne à 50%. Parce que sa forme, la géométrie, le cristal qu'il y a là, les choses comme ça, créent 50% d'efficacité avec un peu d'eau qui doit être un peu en berne. Du coup, voilà, on a 50% d'efficacité, mais telle n'est pas sa vocation. Là, si vous allez dans la pyramide de Khéops, vous allez vous sentir pas trop mal. Bon, encore qu'avec les touristes et le monde et tout, en fait, ça n'a presque aucun intérêt. Moi, j'y suis allé, bon, ça n'a aucun intérêt. Dans le sens où... il y a trop de monde, il y a trop d'ordures partout jonchées au sol. Enfin, c'est pathétique, quoi. Pour des sites qui ont été si splendides, c'est le pathétisme le plus total. Donc la pyramide, elle fonctionne à 50% d'énergie et voilà, elle remplit une fonction complètement neutre. Si vous êtes dedans, vous irez pas pire, pas mieux.
vous vous sentirez bien, ça va vous reposer, vous aurez des vibrations harmonieuses, on va dire, mais sans plus. En fait, la pyramide de Khéops, comme je l'ai déjà dit, c'était donc le temple à soigner, mais donc à modifier l'ADN. Parce que quand Ra, soi-disant, hein, mais c'était pas lui, le jardinier de la Terre qui a conçu cette pyramide, c'était pour ôter les éléments animaux des Atlantes qui restaient. Il y a plein d'Atlantes qui avaient des plumes, qui avaient en fait des membres animaux, des choses comme ça, parce que pendant l'Atlantide, à la fin, les expériences, c'était tous azimuts, c'était n'importe quoi. Ils ont croisé des animaux et des humains, ils ont fait des hybrides, des hybrides, des hybrides. Ça a fini par faire des gens malheureux, parce que l'énergie animale et l'énergie humaine ne se mêlent pas comme ça. Il faudrait être né comme ça pour que ça soit harmonieux. Donc bon, il y avait beaucoup de gens qui souffraient de leur rajout, en fait, et ils s'étaient reproduits un peu entre eux, et conclusion, bon, ils avaient un ADN qui était perturbé, et en fait une vie difficile. Hein. Imaginez celui qu'on a appelé le Minotaure, les centaures, les choses comme ça, imaginez les hormones d'un cheval avec l'esprit d'un homme. Il faut savoir qu'un cheval, ça a des hormones, donc c'est le corps qui diffuse des hormones, et donc un centaure, il avait le buste et la tête d'un homme. Donc imaginez le cerveau, le système endocrinien qui doit gérer les hormones d'un cheval, parce qu'il avait quand même le système reproducteur du cheval. Imaginez un petit peu ce que ça donne. Il paraît qu'ils étaient ombrageux, ouais, je comprends, quoi. Ça devait crisper un peu quand même. Déjà que les hommes ont du mal à se contrôler avec leurs petites boules, alors imaginez avec des boules de cheval. Donc, le système était fait pour améliorer la fonction de l'ADN et là c'est littéralement c'est une modification de l'ADN, ils perdaient littéralement leurs attributs animaux et arrivaient à recréer un corps humain avec de l'éther, de l'énergie haut de gamme, avec un fonctionnement qui n'a rien à voir avec quelque chose d'hésitant et de pas précis. Mais pour ça, il fallait une source d'énergie supérieure, il fallait vraiment que ça tabasse, il fallait que la pyramide ait une alimentation hyper forte, au-delà du système lui-même qui génère une alimentation par lui-même. Alors en fait, à Bougorab, c'était ça. Les bassins contenaient de l'eau, juste de l'eau. Il y avait juste de l'eau dans les bassins. Elle circulait par des petits canaux. Ensuite, elle arrivait dans la chambre principale de filtrage, c'est-à-dire cette eau, en fait, traversée, prenait le soleil. Hein. Il n'y avait pas de quantité extrême.